Donc, on est là sur notre deuxième plateforme régionale sur les co-recherches, entre un espace de travail entre acteurs publics, acteurs de l'économie sociale et solidaire et monde de la recherche pour penser ensemble les stratégies au service de ces co-recherches entre acteurs et acteurs de l'ESS et acteurs de la recherche. Ce que je vous propose, c'est je vous propose de faire un petit tour de table pour démarrer, comme ça. Vincent Van Schendel, je ne sais pas si je prononce bien. C'est pas terrible, si, ça peut être mieux la prononciation. Ouais. Van Schendel. Van Schendel. Merci pour repérer qui est là. Et on a un petit exercice pour cette présentation, c'est de savoir, comme on a la chance d'échanger avec notre ami québécois outre-Atlantique, de savoir si dans votre parcours, vous avez des relations avec le milieu du Québec, rapidement, dire à quelle occasion, pour aussi, ça permet de pouvoir un peu rentrer par ce biais-là dans l'échange. Voilà. Donc, moi, c'est Grégory Huchon, je suis directeur de la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Et pour ma part, sur le Québec, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois au Québec, une fois au Forum international de l'économie sociale et solidaire à Montréal en 2011. Merci, madame, on était plusieurs. Et puis une autre fois, en 2013, je pense, sur un projet d'échange entre la Bretagne, la région Aquitaine et le Québec, voilà, sur toujours pareil, les dynamiques de coopération dans l'économie sociale et solidaire. Voilà. Aude. Bonjour, donc moi je suis Aude Le Guen, je suis là en tant que directrice de Réseau Solidaire, qui est pôle de l'économie sociale et solidaire sur le pays de Rennes, donc sur le bassin de vie autour de Rennes. Moi je n'ai pas été au Québec, je me suis plutôt impliquée dans des organisations qui sont des SMH du Québec, d'une certaine manière. J'ai envoyé des jeunes vers le Québec à travers des coopérations avec l'OFQJ, et en fait je vois beaucoup de monde autour de moi qui coopère avec le Québec, donc ça me réjouit. Il ne sera jamais trop tard. Ouais, c'est ça. Bonjour, moi je m'appelle Justine Monroe, je suis une étudiante du Master 1 ESS dirigée par Pascal Guéma. Je n'ai pas vraiment eu de contact avec le Québec, à part peut-être une de mes collègues qui vient de commencer son stage là-bas. Ok, Pascal. Donc, Pascal Guéma, donc moi je suis responsable avec Michel Renaud du Master économie sociale et solidaire sur Rennes, donc enseignant-chercheur à Rennes 2 et au laboratoire réseau. Et les contacts avec le Québec, donc il y en a 2 actuellement. Donc on termine dans le cadre d'une ANR qui s'appelle Periworld. Donc on travaille sur les tiers-lieux, les mobilités, donc France, Québec, Belgique et Allemagne. Donc avec Diane Gabrielle Tremblay en particulier. Et c'est elle qui accueille la caméra de notre promotion de cette année. Donc ça, c'est le premier travail que l'on a conduit ensemble depuis 2018, donc on doit aboutir en 2022. Et le second travail, donc c'est un autre contrat de recherche, donc toujours à ESO, avec des collègues de Nantes sur habitat et handicap. Et là, on travaille également avec le Québec, mais plutôt les Trois-Rivières en tant que telles, sur ces problématiques de l'habitat et des handicaps. Alors, bonjour, Julie Busset, chargée de médiation scientifique à la MSHB, Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Et pour ma part, je n'ai pas de relation, ni je suis allée au Québec. Les seules relations, ça serait de manière indirecte via les projets de la MSHB. Ok. Bonjour, je suis Cécilia Quérault, je travaille pour le Collège coopératif en Bretagne. Et je suis allée au Québec en voyage privé, j'ai des amis très chers. Et puis pour le travail, avec le service Univers Coïncité, nous sommes en relation avec le Québec et notamment avec l'université UQAM, avec Marcel Simoneau. Merci. Bonjour, moi c'est Zoïna et je suis de Copescam, qui est un bureau d'études coopératives spécialisé dans les politiques publiques de jeunesse. Et on n'a pas encore travaillé avec le Québec, malheureusement, mais j'ai moi avec le Québec, c'est des années.
Bonjour à tous, donc moi c'est Aurélie Thomas, je travaille au service de l'innovation et stratégie économique à la direction de l'économie au Conseil régional de Bretagne. Alors, concernant le Québec, dans mes expériences passées, j'ai eu la chance de travailler sur des projets de coopération de volontariat international avec le Québec. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais je crois savoir que la région de Bretagne entretient des liens de coopération et d'échange avec le Québec. Mais par moi, personnellement, Yannick. Alors, moi, bonjour, je m'appelle Yannick Vimois, je suis délégué régional du mouvement associatif de Bretagne. Moi, j'ai des relations avec il y a longtemps. En 1998, j'ai travaillé 6 mois au Québec sur le développement de l'agrotourisme dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, je suis retourné en 2016 à titre privé, mais j'ai quand même été faire un tour au Forum social à Montréal. Je ne pouvais pas m'empêcher, bien entendu. Et voilà. Bonjour, Emmanuelle Rousset, je suis élue au département d'Ille-et-Vilaine en charge, entre autres, de l'économie sociale et solidaire, de l'enseignement sup et de la recherche et de la transition écologique. Alors moi, j'ai des liens depuis 2011 et le FIES avec le Québec. J'ai passé mes fêtes de Noël avec Patrick Duguay et j'ai eu la chance de faire la journée sur les communs qu'avait fait le TIES à Montréal, je ne sais plus quelle année. Et on a un partenariat avec Gatineau. Et donc, on attend Vincent Roy de la CDR la semaine prochaine. Voilà, donc on y va régulièrement. J'ai dû y aller depuis une quinzaine de fois et j'y ai envoyé. Mais vous saluerez Vincent de ma part. Avec plaisir. Yves Bonny, directeur du Collège coopératif en Bretagne. J'ai fait ma thèse au Québec. J'ai la citoyenneté canadienne. Oh. Mais à l'époque, On finit par du lourd. je ne connaissais pas le service de collectivité, je ne connaissais pas le TIES, mais j'y suis retourné depuis pour justement pour essayer de construire des logiques un peu similaires à Rennes, notamment l'équivalent du service aux collectivités qu'on a essayé de lancer à l'université Rennes 2. Et le TIES, je connais aussi par tout travail de réflexion autour de ces questions-là. Voilà, et je vais régulièrement au Québec aussi. Déborah, pour terminer. Oui, bonjour. On a échangé, du coup, c'est avec moi que vous avez échangé. Donc, Déborah Elquin, je suis chargée de mission innovation donc à la CRES Bretagne. Et non, je n'ai malheureusement pas eu la chance d'aller au Québec, mais j'espère que ce sera bientôt le cas. On est en train de construire un TGV. Là. On va vous donner la parole dans quelques instants, mais peut-être que vous pouvez vous présenter rapidement pour finir ce tour de table. Si Oui. vous avez, en effet miroir, si vous avez des relations, quelles sont les relations de travail que vous avez pu avoir avec la France ou la Bretagne? Oui, alors, comme vous pouvez voir, j'ai un nom hollandais. Alors, ça part mal. Van Skendel. En fait, je suis d'origine par mon père français, belge, hollandais, par ma mère irlandaise. Et comme bien des gens au Québec, je suis un mélange de toutes sortes de choses. J'ai habité en France il y a très longtemps, quand je faisais mon lycée. C'était des années 70, pour vous dire. Et sinon, en fait, j'ai beaucoup moins j'y vais moins souvent qu'avant. Il faut dire que la pandémie n'a pas aidé. On avait développé des collaborations avec le Collège de transition à Nantes. Je ne sais pas si vous les connaissez. On a parlé un peu avec Yves. Avec des échanges sont venus, on a été les voir, bon, etc. Avec la municipalité de Los Angeles aussi, un peu plus haut. Qui sont un peu dans les mêmes logiques, l'économie sociale, transition, participation citoyenne, liée avec la recherche. On pourra en parler. Sinon, je suis né à Montréal, un peu mélangé, j'ai la double nationalité canadienne, française. Il y a beaucoup de Québécois qui viennent de Bretagne ou de Normandie. Donc, en général, les Québécois arrivent en Bretagne, ils se sentent chez eux. J'ai été quelques fois, ça ne change pas, donc je suis très, très content d'être avec vous, même si c'est à distance. Voilà, fait que j'ai été, moi j'ai travaillé au service aux collectivités de l'UQAM pendant presque 20 ans. De là, on a lancé l'Alliance de recherche université communautaire en économie sociale.
J'ai été coordonnateur aussi. J'ai fait une petite pause sur un doctorat en relations industrielles. Je suis économiste de formation ou de déformation, je ne sais pas si je dois dire. Et puis, bon, mais c'est plutôt l'appel du terrain. Alors, je suis revenu travailler, comme on a fondé le TIES, et puis, bon, voilà, j'ai pris la direction il y a une dizaine d'années maintenant. Et je viens officiellement de prendre ma, entre guillemets, retraite. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je n'arrête pas. C'est juste que j'ai laissé la direction du TIES pour faire autre chose, mais je reste quand même dans les mêmes eaux. Je reste toujours conseiller stratégique au TIES. Et j'étais aussi au comité de direction du Centre de recherche et innovation sociale, avec lequel je travaille encore régulièrement. Voilà. Très bien. Eh ben, merci. Alors, peut-être pour se redonner le cadre de la sollicitation et puis de notre travail ici, donc, je l'ai dit rapidement, on a souhaité en Bretagne créer un espace de pilotage et de rencontre entre les acteurs publics, les acteurs de la recherche et les acteurs de l'ESS pour construire des stratégies de co-recherche en faveur de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a eu une première rencontre en octobre pour un peu poser un peu les enjeux, les cadres, commencer à dérouler un plan d'action. Et puis, à cette occasion, Yves a proposé d'aller voir de l'autre côté de l'Atlantique sur l'expérience du TIES, qui nous semblait effectivement une démarche intéressante pour aller regarder comment les choses se sont structurées chez vous, de façon à inspirer notre démarche bretonne. Voilà la logique et l'objet de ce temps de travail de cet après-midi. Donc, c'est prendre un temps d'échange avec vous pour comprendre comment ça fonctionne, et puis pour ensuite nous voir comment ça peut inspirer notre démarche naissante en région Bretagne. Voilà. Yves, je te laisse prendre la main sur la suite, si tu veux bien. Très bien, merci. Oui, on a préparé un peu avec Vincent la réunion. On a convenu de procéder par des grandes questions que je vais lui poser pour éviter que ce soit juste un monologue. Juste un mot pour situer, à mon avis, l'intérêt de la rencontre de cet après-midi. C'est la plateforme, elle s'appelle, enfin, pour l'instant, provisoirement, Recherche, Innovation, Développement. Et du coup, il y a à la fois ces trois notions, hein, Recherche, Innovation, Développement. Et ce que Vincent va nous exposer en particulier, c'est justement que le TIES est né à partir de l'idée que l'espace de la recherche était déjà largement occupé, mais que par contre, il y avait un enjeu de développer plus les deux dernières lettres, innovation-développement. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre cela. Et il se trouve que Vincent est un acteur privilégié, puisqu'il a été lui-même au service aux collectivités de l'UQAM qui faisait de la co-recherche, et que le TIES a été monté en complément finalement de ce service aux collectivités, pas seulement, mais aussi en complément en partie sur les questions. Voilà. Donc, ma première question, Vincent, c'est justement d'expliciter un peu le contexte dans lequel le TIES a été créé, les raisons pour lesquelles il a été créé, les insuffisances, autrement dit, de l'écosystème recherche, innovation, développement qui ont conduit à sa création. Peut-être petit préalable aussi. Donc, oui, on s'est préparé parce qu'en fait, on a parlé plus d'une heure pour préparer 20 minutes, mais pour être sûr qu'on reste assez schématique. Donc, ça va être schématique. J'espère que ça ne sera pas trop caricatural. C'est sûr qu'on ne pourra pas aller dans le détail du tout, donc on va se garder du temps pour la discussion. Mais Yves, s'il te plaît, si tu vois que je m'étends, ça m'arrive des fois, tu n'hésites pas à me faire un petit signe là qu'il faut que je résume, ou s'il y a des problèmes de son, si ce que je dis n'est pas clair, il ne faut pas attendre une heure pour me le dire. Alors, ça peut peut-être juste passer la main devant la caméra, parce que pour l'instant, Yves, je ne te vois pas, mais je t'entends. Voilà. Ou Déborah, ou tout le monde. C'est bon? C'est bon. Alors, jusqu'ici, le son, ça va? Très bien, c'est parfait. Bon. Alors, donc, le TIES, c'est ce qu'on appelle donc Territoire innovant en économie sociale et solidaire, qui est un nom bizarre qu'on avait trouvé. Tous les mots collaient, mais l'ensemble est bizarre, mais bon, on est parti avec, alors on l'a gardé. C'est ce qu'on appelle ici un organisme de liaison et transfert en innovation sociale.
qui a été créé dans le cadre de la stratégie québécoise de recherche et d'innovation il y a 10 ans. Donc, j'ai vu qu'il y a des stratégies régionales d'innovation aussi. Ils m'ont envoyé des documents, c'est intéressant, on peut en parler. Donc, il y avait cette SQRI qui avait prévu des budgets pour un nouvel organisme de liaison et transfert. Il y en avait déjà 2. Donc, on a soumis, il y avait un concours, on a soumis, on l'a eu parce qu'en fait, on travaillait déjà ensemble et en réseau depuis une trentaine d'années. Donc, le CIES n'est pas apparu du jour au lendemain. Formellement, dans le projet, il y avait 45 organisations. Maintenant, on est 70. Les 4 vraiment fondateurs piliers, c'est le chantier de l'économie sociale, qui est un des deux grandes têtes de réseau d'économie sociale au Québec, qui regroupe les réseaux sectoriels, régionaux, etc. D'ailleurs, Patrick Duguay, dont vous parlez, madame, a été président du conseil d'administration du chantier pendant 15 ans, je crois. Le Centre de recherche sur les innovations sociales, le service aux collectivités de l'UQAM et l'Institut Carl Polanyi, qui a son siège social à Montréal, parce que la fille de Carl Polanyi a fait des professeurs à McGill, elle vit encore, et donc il y a un institut en son nom. Juste, je me permets, Margie Mandel, c'est la fille? Non, Margie Mandel est la collègue de Carl Polanyi, de Carrie Polanyi-Lewitt. OK. Voilà. Et donc, c'est la collègue, et un peu plus jeune, parce que Carrie elle doit avoir 90 ans maintenant, Margie a 75, mais c'est Margie qui est donc directrice de l'Institut Polanyi, où toutes les archives sont. Juste excusez-moi, l'UQAM, parce que je pense que la plupart connaissent, mais peut-être qu'il y a des… L'Université du Québec à Montréal. Voilà, l'Université du Québec à Montréal. C'est juste pour les acronymes. Okay. Oui, oui. Qui fait partie du réseau de l'Université du Québec, qui a des constituants dans plusieurs régions. Il y a 8 constituants de l'Université du Québec, donc l'Université du Québec à Hull. Patrick Duguay, maintenant, est président du conseil d'administration de l'UQO. À Rimouski, Chicoutimi, bon, etc. Et il y a l'UQAM qui est la principale aussi, dans laquelle il y a le service aux collectivités. Alors, donc, c'est 4 grands fondateurs, mais derrière le chantier, c'est tous ces réseaux. Derrière le CRI, c'est 8 universités constituantes, etc. Et ça faisait suite aussi à 10 ans de l'Alliance de recherche université-communauté, un sociale, qui n'était pas une organisation autonome, mais qui était un programme de recherche 2 fois 5 ans sur l'économie sociale, de recherche partenariale, de 2000 à 2010. Quand on a fait la RUC, où j'étais coordonnateur, il y avait tout de suite, on s'est dit, ben, c'est bien la recherche partenariale, mais ce qu'il faut après ça, c'est comment on utilise les recherches. Donc, le problème, c'est le transfert. Et se rendre compte que le transfert, ce n'est pas seulement de la recherche vers le terrain, c'est aussi comment ce qui se passe, ce qui émerge comme initiative, comme innovation, peut alimenter aussi la recherche, l'enseignement, former des futurs intervenants, etc. Alors, et très vite, on s'est dit, il faudrait aller au-delà de la recherche. Et en fait, on a mûri le projet du TIES pendant 10 ans. Et dès qu'il y a eu une porte ouverte, on s'est dépêché, quoi. L'approche qu'on a développée au TIES, même si formellement on n'a pas de mandat de recherche, vient beaucoup du service aux collectivités, comme je vais en parler un peu plus tard, d'espaces de co-construction, d'espaces de collaboration. Mais les mandats du TIES, donc ce n'est pas formellement la recherche, c'est la liaison, la veille et le transfert. On peut revenir sur le terme transfert, il y en a qui ne l'aiment pas. En même temps, c'est comme ça qu'on est financé, donc il faut juste le définir. Donc, la liaison, c'est la mise en relation des personnes, des organisations, des thèmes, des problématiques. C'est quoi le lien entre l'économie sociale, l'État solidaire et développement des territoires, et transition, et commun, etc. La veille, ben, capter ce qui émerge, ce qui est une grande partie de notre travail. Puis le transfert, ben, je reviendrai, mais c'est la systématisation des connaissances et le transfert dans la pratique. Et on est très, bien sûr, c'est une organisation autonome qui a son propre conseil d'administration, tout ça, ses propres employés, mais on est très intégré dans un écosystème et on travaille avec autant
des réseaux de chercheurs que des réseaux d'organisations sur le terrain en économie sociale. Et d'ailleurs, nos locaux sont dans la maison d'économie sociale, ils ne sont pas dans une université. Voilà, alors jusqu'ici, Yves, j'essaie de me tenir à 5 minutes. C'est très bien. Mais c'est sûr que Donc, je vais enchaîner avec... j'en échappe. Est-ce qu'on peut dater les choses? Oui, alors... l'année de création? L'année de création, donc, le concours était en 2012. D'ailleurs, on a déposé, il y a 10 ans exactement, je crois que c'était jour pour jour, la demande de financement. On a eu la réponse en juin 2012, mais le financement est arrivé en octobre 2013 parce qu'il y a eu un changement de gouvernement et tout a été gelé. Mais donc, le travail d'écriture du projet de mobilisation, ça date de 10 ans. Le chantier d'économie sociale, le chantier d'économie sociale, c'est 96, mais c'est transformé en organisation autonome 3 ans plus tard. Le centre de recherche sur les innovations sociales, en fait, il est financé à tous les 7 ans, mais ça fait 40 ans. Service aux collectivités de l'UQAM, 76. La RUC en économie sociale de 2000 à 2010. Voilà. Mais donc, ça vient de plusieurs petites collaborations ici et là, souvent dans des petits projets, depuis les années 80, en fait. Et donc, il y a eu une construction de confiance, de complicité, qui a été la base de l'engrais dans lequel le reste a pu émerger. Et donc, le TIES, maintenant, c'est... je pense qu'on va arriver dans le fonctionnement. Donc, oui, j'aurais voulu, oui, c'est ça que tu précises un peu. Maintenant, tu as parlé tout à l'heure de 70 organismes, donc la composition en termes d'organismes, mais aussi en termes de force vive. Quels sont les salariés, quels sont leurs profils, et puis les activités du TIES, les principales activités et comment c'est piloté la gouvernance politique. Alors, rapidement, oui, donc la composition, la gouvernance, en fait, les structures de travail, quelques réalisations, les mandats. Bon, 70 établissements et réseaux, c'est 11 universités, 6 cégeps, on appelle les cégeps ici, ça correspond à première terminale, c'est des établissements d'enseignement préuniversitaire, mais post-secondaire, qui ont eux-mêmes des centres en pratique sociale novatrice dans différentes régions. Donc, on a 6 avec nous. Tous les réseaux associatifs en économie sociale, donc le chantier d'économie sociale, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, plusieurs réseaux sectoriels, que ce soit en loisirs, tourisme, habitation, etc. Les pôles régionaux d'économie sociale, il y en a 22, dont 3 autochtones. Le réseau de la finance solidaire, qui est plusieurs organisations, dont la Caisse d'économie solidaire, le réseau d'investissement social du Québec, etc., qui ont développé au fil des ans des outils financiers pour soutenir les entreprises d'économie sociale. Bon, alors ça, parce que ce n'est pas les individus qui sont membres du TIES, c'est les réseaux. Ce n'est même pas des organisations, ce n'est pas les entreprises, c'est des réseaux. Donc, pour être membre, on travaille avec des organisations qui regroupent d'autres organisations, ou des établissements universitaires, ou des centres de recherche. Mais j'ai oublié 3 centres de recherche. Le CRIS, donc, Centre de recherche sur les innovations sociales, le Centre de recherche sur le développement territorial, et le CIROD, qui est le Centre interuniversitaire en développement durable. Gouvernance, on a un conseil d'administration de 25 personnes, en fait, 4 observateurs et 21 votants. Moitié terrain, moitié enseignement supérieur, moitié Montréal, moitié hors Montréal, moitié homme, moitié femme. Donc, il y a un équilibre qu'on maintient. Un comité exécutif quand je dis moitié-moitié, en fait, c'est le service collectivité qui est le 1 du milieu, qui est à la fois dans une université, mais qui travaille avec les réseaux. Un comité exécutif de 5 personnes, dont les 4 fondateurs donc, que je vous ai mentionnés tout à l'heure, et un autre qui était élu par le SCA. Bon, ça, c'était au début pour s'assurer d'une certaine continuité avec les origines. Dans le cadre de la prochaine planification stratégique qui est en train de commencer, la gouvernance va probablement être revue pour laisser plus de place à d'autres.
On a un conseil scientifique qui est un comité conseil auprès du CA, donc qui relève du CA. Mais comité conseil, là, on a eu beaucoup de débats sur le mandat et il y en a encore, le mandat et la composition de ce conseil scientifique, qui est en fait un comité paritaire aussi. C'est la science au sens où on l'entend, et je reviendrai, mais de co-construction, on reconnaît le savoir d'expérience et donc on ne veut pas que ce soit seulement des chercheurs qui donnent leur avis, c'est comment on systématise la connaissance. Il y a aussi, bon, puis ça c'est notre propre gouvernance, mais aussi on est membre de d'autres réseaux. Bon, on est membre du conseil, bon, la direction du TIES, donc moi jusqu'en juillet dernier, j'étais membre du conseil d'administration du chantier de l'économie sociale, membre du conseil de direction du CRIS aussi, donc le centre de recherche, donc les deux. Et au CA du TIES, il y avait aussi plusieurs réseaux qui étaient à la fois au CA du chantier et au CA du TIES. Voilà. Alors, structure de travail, ça a évolué, hein, ça va encore évoluer parce qu'on construit au fur et à mesure, mais disons qu'il y a d'une part des groupes de travail thématiques. Bon, on avait un sur l'économie sociale et financement, économie sociale et numérique, etc., qui ne sont pas forcément permanents, qui peuvent vivre 2 ans, 3 ans, dépendamment des besoins, surtout pour défricher un thème. On a plusieurs projets, chaque projet est un peu autonome et avec une double structure. On a un grand comité d'orientation, il peut y avoir 30 personnes qui se réunissent 2 fois par année et un comité de suivi ou un comité de pilotage plus restreint, plus opérationnel. On a eu des structures régionales qu'on appelle les antennes régionales, qu'on a mis sur la glace pour l'instant parce que ça pouvait faire double emploi. Les pôles régionaux avaient été coupés de financement. Bon, bref, on a revu ça. On a développé un grand projet avec tous les autres réseaux qui sont dans la maison de l'économie sociale, c'est-à-dire le chantier, le réseau d'investissement social du Québec. Il y a un comité sectoriel de main-d'œuvre, pardon, et les pôles d'économie sociale pour soutenir l'économie sociale dans le développement des territoires. Donc, à l'intérieur de ça, il y a une cellule veille, il y a une cellule recherche et développement, on organise des événements, etc. Et puis, il y a une consultation annuelle auprès de tous les membres sur les priorités de travail. Et dépendant de ce que nous dit le travail de veille, ben, on peut partir un projet sur X, Y ou Z, etc. Yves, tu veux me poser une question? Ça va? Oui, je voulais, dans cette configuration, il n'y a pas d'acteur public, hein, tu m'avais dit. Il y a au conseil d'administration, oui, excuse-moi, il y a 4 observateurs. Ben, d'abord, la direction est membre sans droit de vote. Il y a le délégué du conseil scientifique et il y a 2 personnes qui viennent du ministère de l'économie et de l'innovation comme observateurs. Donc, ils sont là pour... il y a 2 directions au ministère de l'économie, une innovation, l'autre économie sociale. Alors, nous, on relève de la direction innovation, mais on travaille aussi forcément avec l'autre. En fait, au début, quand on a été créé, les 2 directions ne se connaissaient pas. Donc, on les a fait se rencontrer. Mais donc, histoire de cohérence, qui voit ce qu'on fait, et la direction innovation qui nous finance, je reviendrai, ben, il s'assure qu'on utilise bien les sous. Mais ils sont là comme observateurs, ils ne participent pas au débat. Dans le cadre des projets, il peut y avoir des acteurs publics. Il y en a dans un projet d'alimentation, la direction de la santé publique est là. Il y a des municipalités, mais en général, ils sont peu présents. Mais ça pourrait, hein, c'est pas un refus. C'est la dynamique des travaux a fait que... Mais on voudrait, surtout avec les municipalités. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu des illustrations un peu des principales activités du TIES, les grosses réalisations des dernières années, et puis peut-être aussi expliciter quels sont les profils des salariés qui ont des intitulés. Moi, j'ai vu chargé de projet, conseiller en transfert. Voilà. Quels sont ces professionnels au fond? Alors,
Oui, on a eu aussi beaucoup de débats sur comment on s'appelait. En fait, des chargés de projet, c'est des gens qui sont embauchés pour la durée d'un projet. Souvent, c'est 1 an, 2 ans. Des fois, ils restent parce que c'est sur un autre projet. Des fois, ils s'en vont parce qu'ils sont vraiment plus sur un sujet précis. Les conseillers en transfert, dont le titre le plus répandu chez nous, c'est conseiller ou conseillère en transfert, c'est-à-dire c'est des gens qui font ce travail général de liaison, de veille, de développement de projet, de partenariat, de production de guides, de synthèse, d'arrimage avec les chercheurs et avec les réseaux, qui peuvent le faire sur un sujet ou sur un autre. Donc, ça peut être, il y en a qui travaillent sur l'alimentation, d'autres sur l'évaluation à la mesure d'impact, sur la gouvernance dans l'économie sociale, sur la transition, sur les communs, sur l'économie circulaire, sur le financement participatif, sur les fiducies d'utilité sociale. Par exemple, je ne sais pas si je peux partager l'écran. Je pourrais vous montrer. Oui, est-ce que vous le voyez? Ouais, ça marche. Oui. Bon, alors ça, c'est le site du TIES. Si vous y allez aujourd'hui, vous avez bon, il y a un événement qui s'en vient, Entreprendre collectivement en alimentation. C'est un projet qui a été financé sur 2 ans. Il y a une vingtaine de réseaux autour de la table partout au Québec sur comment on systématise les apprentissages qui viennent de l'économie sociale, mais pour l'alimentation, pour cerner les modèles de développement, les modèles de financement, donc on appelle les modèles d'affaires, pour soutenir l'économie sociale. Il y a eu du travail de synthèse, de veille, et là, on est en train de finaliser les documents. Il y a un forum organisé en fin de projet, et il y a un autre projet qui va suivre après. Donc, il y a une conseillère en transfert qui suit l'ensemble du projet et une chargée de projet qui est vraiment à temps plein dessus, qui ne fait que ça. Et la conseillère en transfert est dans différents projets en même temps, et il y a une vision de travail qui se fait comme ça. Bon, voilà, je reviens au point de départ. Voilà, et puis, il y a aussi, dans les conseillers ou conseillers en transfert, il y a quelqu'un qui s'occupe des communications, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'édition, parce que plus ça va, plus on va produire différents types de publications. Alors, il y a des guides, il y a des synthèses de connaissances, il y a des fiches synthèses, il y a toutes sortes de choses. Et là, c'est un travail d'édition, donc on a recruté il y a 2 ans une éditrice, et on est en train de travailler sur tout ça. Ça va? Ça va, oui, c'est bien. Ça fait une équipe de combien de salariés? On a commencé à 6. Là, on est rendu 19 ou 20, je crois. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. En fait, on a triplé en 10 ans. Triplé les financements, triplé l'équipe, etc. Alors, il y a une partie, je vais revenir dans le financement plus tard. Mais pour l'instant, c'est une vingtaine de personnes, alors, avec tous évidemment, les enjeux de gestion que ça pose, mais je dirais que c'est une très belle équipe qui est en gestion participative, donc il y a plein de comités internes qui développent plein de trucs, avec une très belle ambiance de travail. Bon, bien sûr, il y a des gens qui sont partis pour différentes raisons, mais il y a un noyau dur quand même d'une douzaine de personnes qui est là depuis plusieurs années. Et Passerelle, c'est un outil développé par le TIES ou c'est vraiment l'outil commun? Je me permets juste, mais parce que ça, c'est hyper chouette. Oui, alors Passerelle, oui, merci, parce que je le gardais pour la fin. Alors, mais effectivement, au début, ça a été un projet, c'est-à-dire dire on va se faire une plateforme collaborative qui nous servait pour la veille. Je ne sais pas si vous connaissez Passerelle, je ne l'ai pas préparé, je pourrais vous le montrer tantôt. Je leur montrerai. Ouais. Dans laquelle il y a différents groupes, des fois ouverts, des fois fermés, sur différents thèmes, par exemple. Il y en avait un sur la transformation des églises. Le Québec a un passé très religieux et chaque village avait son église. Et maintenant, il n'y a plus personne dans les églises et les églises sont en train de tomber en ruine. Alors, il y a plusieurs villages qui reprennent les églises pour en faire des centres communautaires, des espaces de coworking, toutes sortes de choses. Et là, ça prend des sous. Donc, il y avait un groupe qui s'était formé, comme un groupe Facebook, si vous voulez, sauf que ce n'est pas une multinationale qui l'héberge. Et ça se veut éthique.
Et donc, on a le TIES l'a développé, l'a expérimenté, et maintenant, Passerelle est devenu autonome. Donc, depuis septembre, a créé un conseil d'administration autonome, a été chercher un premier financement et est en recherche de financement pour refaire à la fois la plateforme numérique elle-même sur d'autres bases. Et là, il y a tout un plan technologique assez capotant, comme on dit. Mais ce n'est pas seulement la technologie, c'est comment on soutient ces communautés, qui ont des communautés de pratique aussi, et comment on soutient les échanges entre les réseaux. Parce que, comme partout, on travaille en silo et puis il peut y avoir 8 réseaux qui travaillent sur le même thème et qui ne se parlent pas. Donc, via la plateforme et des fois en personne, ça, bon, ben moi j'ai trouvé ça, toi tu as trouvé ça, etc. Donc, Passerelle est devenu projet collectif et une organisation autonome et soutenue par 60 réseaux maintenant aussi, qui ne sont pas toujours les mêmes, mais qui sont plus larges que l'économie sociale. On est en train de gagner la santé publique aussi, etc., pour soutenir la transition écologique et le bien commun. Enfin, on est encore en train de formuler. Alors oui, effectivement, il y a souvent des projets qui viennent du TIES et qui finalement font leur vie autonome après. C'est le cas de Passerelle. On a eu un projet de 5 ans sur le financement participatif, comment des organisations, des OBNL peuvent, donc des organismes non lucratifs, des associations peuvent émettre des obligations, comme des entreprises privées, comme des gouvernements, s'ils émettent un titre de dette. Et donc, on achète une obligation d'un OBNL, on prête à l'OBNL, et il y avait des expériences, c'était permis par la loi, personne ne le savait. On a mis les expériences ensemble, on les a suivies, on a échangé entre eux, on a systématisé ce travail de comment faire, que faire, lien avec l'autorité des marchés financiers pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, parce qu'il y avait un flou. Et donc, il y a des différents guides, des formations qui ont été données. Et maintenant, les réseaux d'économie sociale ont repris. Il y a un site qui a été créé qui s'appelle l'Ampli, qui dit aux gens, voici comment faire pour émettre. Et maintenant, il y a plein d'organisations d'économie sociale qui se financent comme ça. Et ce n'est pas seulement du financement, c'est aussi une preuve d'ancrage dans leur milieu. Et après ça, ils vont voir d'autres bailleurs de fonds. Vous voyez, on est appuyé par notre milieu. Donc, c'est solide. Et là, c'est en train de... Maintenant, il y a les programmes publics. La Ville de Montréal est embarquée, le gouvernement du Québec aussi, pour soutenir les obligations communautaires. Et un autre projet là, qui est en train de faire sa vie, c'est sur les fiducies d'utilité sociale, alternative à la propriété, c'est-à-dire comment on pérennise la propriété collective, si on veut. Alors là, il y a aussi un guide qui a été fait. Dans le genre d'activités qu'on fait, il y a souvent, il y a donc le travail de veille générale, il y a beaucoup d'événements, comme celui de l'alimentation dont je vous ai parlé, qui est dans 2 semaines, presque toujours des synthèses de connaissances. Quand on commence à travailler un sujet, bon, qu'est-ce qu'on sait? Et qu'est-ce qu'on sait qu'on sait, et qu'est-ce qu'on sait qu'on ne sait pas, et qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'on sait, si vous me suivez. Autrement dit, on ne veut pas refaire ce qui a déjà été fait. Donc, voici l'état des connaissances, pas seulement des connaissances académiques, mais aussi la connaissance sur le terrain. Et souvent, la connaissance académique est en retard sur la connaissance sur le terrain. Donc, on valorise énormément la connaissance expérientielle qui émerge de la pratique en disant, ben, je ne sais pas, si je pourrais prendre l'exemple de l'alimentation, peut-être qu'une petite entreprise ou organisation, un jardin collectif qui commence son travail dans un village, aimerait savoir ce que d'autres ont fait, soit dans le même pays ou dans un autre pays, soit la même année, soit une autre année. Quelles sont ces leçons? Est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché? C'est quoi les conditions de réalisation? Se mettre en réseau et apprendre plus vite. Donc, l'idée du transfert, c'est est-ce qu'on peut transférer l'expérience dans un autre projet, dans une autre région? Et pour ça, c'est comment on peut apprendre les uns des autres. Et voilà. Donc, des événements, des publications, des formations éventuellement, etc. Voilà. Alors, je pense que, est-ce que jusque-là, ça va? Très bien, oui. Je n'ai pas encore réussi à vous perdre? Non.
On va y arriver, je ne désespère pas. Tu as commencé à parler de, voilà, des savoirs expérientiels. Est-ce que tu peux expliciter un peu la méthodologie ou la démarche plus exactement du TIES en matière de croisement de connaissances, de savoir voilà, comment vous pensez de la co-élaboration? Et tu as dit tout à l'heure que le terme transfert n'était pas toujours bien reçu justement à cause de ça. Comment ça se présente au TIES? Alors, je vais vous faire un petit dessin, si vous me permettez. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je crois qu'il est ici. Voilà. Vous voyez? Oui. Bon, c'est simple, peut-être simpliste, mais bon. En gros, donc, ce qu'on appelle souvent le transfert, c'est, ben, écoutez, il y a des chercheurs qui sont des grands savants, qui sont c'est le modèle 1, des producteurs de connaissances, et puis il y a des utilisateurs en bas qui reçoivent ces grandes connaissances produites et qui donc sont des utilisateurs de connaissances. Alors, modèle 1, il y a les producteurs qui envoient leurs grandes connaissances aux utilisateurs. Je vous le dirais, c'est évidemment caricatural, mais c'est un peu le modèle dominant encore. Les connaissances se produisent dans les centres de recherche, dans les universités, et puis voilà. Modèle quand même de plus en plus remis en question, qui, au fil des ans, et qui dit oui, mais c'est vrai qu'entre les utilisateurs et les chercheurs ou les producteurs de connaissances, il peut quand même avoir un va-et-vient pour faire des ajustements, pour valider, etc. Et donc, dans le modèle 2, on a la recherche qui donne des solutions à des utilisateurs qui eux-mêmes en renvoient de valides, d'invalides, font des demandes de recherche. Et il y a quand même un va-et-vient entre les deux. Et il y a une sorte d'espace collaboratif en milieu, mais qui n'est pas vraiment géré. Chacun reste chez soi. Le troisième modèle, qui est un peu le nôtre, qui est un peu celui qui vient du service collectivité, c'est de dire, on ne peut pas développer des solutions si on travaille chacun de son côté, sans se parler. Donc, il faut que les deux mondes de la recherche et du terrain, si vous voulez, de l'action, de l'expérience d'action, se rencontrent. Et donc, ils doivent se rencontrer dans cette espèce d'espace collaboratif qui est à la fois un espace de recherche et un espace d'action, où chacun vient là en restant chez lui, mais peut revenir chez lui, mais en étant rendu là, faut qu'on se parle. Et donc, c'est un espace qui à la fois est un espace de mise en relation, de développement de la confiance, des perspectives, de langage commun. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis tel truc? Dévoilement des contraintes. Moi, j'ai un problème, j'ai besoin d'une solution demain matin. Ah oui, mais non, moi, je pense qu'on va organiser un colloque international dans 5 ans. Bon, je caricature, bien sûr, mais donc, c'est la temporalité des deux univers est différente. Il faut créer un monde où on se comprend. Alors, c'est bon pour les projets, c'est bon pour l'ensemble du fonctionnement du TIES, c'est la logique. Pourquoi, par exemple, on a 2 coprésidents, un qui vient de la direction du chantier de l'économie sociale, l'autre, c'est la direction du centre de recherche sur l'innovation sociale. Il y a des coprésidents, ils sont obligés de s'entendre. Chaque projet, il y a des chercheurs, des acteurs terrain. Et donc, le service collectivité, le CAM ou le TIES se veut cet espace collaboratif où on se rencontre. Et puis, bon, en général, ça va bien parce oui, il y a une période d'adaptation. Quand on se connaît depuis longtemps, ça roule. Puis des fois, on ne se connaît pas, donc il y a un peu de méfiance. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais que je t'avais compris, non, je ne te comprends plus. Il y a des enjeux de reconnaissance, d'évaluation, tout ça. Mais donc, c'est ça, des fois, ça va bien, des fois, il peut y avoir des incompréhensions, des frictions, mais c'est normal, mais il faut les gérer. Et donc, les gens du TIES, les conseillers en transfert surtout, sont des gens qui gèrent ces mises en relation pour s'assurer qu'on se comprenne, qu'on ne refait pas ce que les autres ont fait, qu'on n'empiète pas sur, entre guillemets, les territoires des uns et des autres, et qu'on fait bien ce qu'on veut faire et qu'on diffuse les compréhensions communes qu'on a. Donc, l'espace
l'idée de co-construction, c'est comment, à travers toutes les structures de travail, donc tous les projets, dans les instances, c'est pas pour rien qu'un CA qui est moitié académique, moitié réseau d'économie sociale, ben, on s'assure qu'on est en rencontre et qu'on se comprend. Maintenant, une fois qu'on a dit ça ne veut pas dire que le transfert non, le transfert, c'est dans le sens où on transfère dans la pratique des organisations. On transfère soit l'expérience elle-même, soit la compréhension qui vient de pratiques autres, mais qu'on peut adapter. Comme si on pouvait, on a déjà planté des tulipes dans un jardin, on va planter des tulipes dans un autre jardin. Ce n'est pas forcément la même tulipe, mais on sait comment faire pousser des tulipes, dans quelle sorte de sol, à quelle profondeur planter le bulbe, etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça ne règle pas tout. Là, il y a une petite vidéo sur le site du TIES que vous pourrez consulter, qui fait 2-3 minutes, là, qui dit maintenant, si on veut que cette connaissance qui vient tant de la pratique que de la recherche puisse être intégrée dans la pratique des réseaux, ben, il y a toute une mécanique. Bon, là, on retrouve nos deux cercles qui se rencontrent. À partir de là, ben, chacun, pourtant les chercheurs retournent chez eux, forment des étudiants, etc. Les acteurs terrain retournent chez eux et puis vont, entre guillemets, porter la bonne parole. Et puis, voilà. Alors, des fois, ça marche très bien, mais ça implique qu'il y a toute une dynamique de relais ici, parce que ce n'est pas les conseillers en transfert qui gèrent ça, qui peuvent aller rejoindre les milliers d'entreprises d'économie sociale ou toutes les communautés. Donc, comment on travaille avec les réseaux et que les réseaux, il faut qu'ils acceptent qu'ils ont un rôle de relais à jouer, ben, qu'ils acceptent et qu'ils nous le demandent. On ne vous demande pas de faire tout le travail pour nous, c'est nous qui allons les rejoindre. Et donc, il faut absolument travailler en écosystème pour qu'on s'assure qu'on va rejoindre les gens. Et l'enjeu que ça va poser après, c'est la grosse flèche, c'est la rétroaction. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on est sûr qu'on a rejoint les gens, comment, etc. Bon, là, on est en train de travailler, c'est une vraie question. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va jusque-là? Très bien, oui. Donc, mais c'est facile à dire, mais c'est la création de cet espace. C'est un enjeu quotidien. Comme je dis, des fois, ça va très bien, mais des fois, on ne se comprend pas. Ou on pense se comprendre et finalement, on se rend compte 6 mois après qu'on ne s'est pas compris. Qu'est-ce que tu voulais dire, etc. Donc, à chaque fois, si on veut qu'il y ait appropriation, ben, c'est reformulation, comment on dit dans ces mots, comment il y a des choses qui ne peuvent être faites que par les réseaux eux-mêmes. Et en même temps, des fois, il faut le travail de veille, c'est d'aller capter ce qui émerge là directement, à la périphérie, que peut-être personne ne voit, pour pouvoir dire, hey, il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on prend le projet sur l'alimentation que je vous ai montré tantôt, ben, c'est ça, pendant 2 ans, comprendre ce qui est en train d'émerger, les conditions de réalisation, les gens ne se connaissaient pas les uns et les autres, qu'ils puissent se reconnaître en disant oui, si on fait ça, ça peut marcher, d'ailleurs l'autre le fait, et de cette compréhension commune et de cette reconnaissance mutuelle, ben, ça renforce le développement. De ce point de vue-là, le CIES fait du transfert, ne fait pas du développement, mais forcément, ce qu'on dit souvent, c'est que le transfert est une constituante du développement de l'économie sociale parce qu'il faut intégrer les apprentissages pour mieux développer. Et donc, le transfert est aussi une fonction de cet écosystème qui a une fonction formation, une fonction recherche, une fonction financement, etc. Voilà, donc c'est très, encore une fois, je vous l'avais dit, très, très schématique, là, mais c'est l'idée. Toutes nos structures, nos projets sont construits sur le modèle. Il y a un espace de co-construction où voilà, et on essaie d'avoir développé ces mêmes perspectives, les mêmes visions et développer des outils en conséquence qui pourront être adaptés. Il y a des outils qu'on produit au TIES qui sont ensuite utilisés dans les cours à l'université, qui sont utilisés dans les réseaux, qu'eux-mêmes, bon, etc.
Voilà, donc ça implique de reconnaître que les deux parties sont un peu des producteurs de connaissances. Hein. Il y a un savoir pratique qui est aussi important et implicite qui est aussi important que le savoir académique, même s'il y a bien sûr une méthodologie qu'on reconnaît. Les chercheurs ne sont pas chercheurs pour rien, il y a comme des approches méthodologiques. Bon. Voilà. Donc, mais c'est toujours à refaire. Hein. Et il y a quand même un principe, c'est que ce travail doit permettre de répondre à des enjeux posés dans l'action. Si on fait une veille sur l'alimentation, c'est parce qu'il y a des enjeux de développement d'expériences collectives en alimentation et on veut construire là-dessus pour répondre à des enjeux de sécurité alimentaire, etc. Donc, ce n'est pas le chercheur qui dit « je pense que… » etc. Non, le problème, il est là. Alors, on va travailler à partir du problème posé dans l'action. Alors, bien sûr, ça pose des enjeux de reconnaissance, parce que ce genre d'approche est plus répandu qu'avant. Je vous dirais, quand Service Collectivité a commencé, c'était très, très mal vu de dire on reconnaît le savoir expérientiel. Et pourtant, il y a un siècle, il y avait plein d'expériences partout, et même théorisées. Là. Il y a plein d'écrits au début du siècle. Même Dewey était, si vous connaissez John Dewey aux États-Unis. Bon, mais maintenant, c'est beaucoup plus reconnu, mais pas assez valorisé dans le cursus universitaire. Donc, ce qui est valorisé, si vous êtes chercheur, vous écrivez un article dans la revue internationale des Ilmokmo, et que c'est une revue avec un comité de lecture prestigieux, ça c'est coté, ça note bien dans votre évaluation. Allez faire une présentation au collège coopératif de Bretagne, c'est sympathique, mais c'est pas valorisé, ça ne donne rien. Et donc, ça empêche beaucoup de chercheurs de s'impliquer. Donc, en parallèle, on travaille aussi à valoriser ce travail académique pour dire c'est la vraie recherche, c'est la vraie formation. Donc, on travaille à dégager des chercheurs, à donner le temps, les ressources, les budgets, mais aussi dans leur évaluation de faire reconnaître. Et en parallèle, j'ai oublié de le mentionner, on va travailler, bien sûr, on est dans un écosystème, mais on travaille avec d'autres réseaux qui ont un peu les mêmes préoccupations. On s'est beaucoup impliqué depuis un an à travailler avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation et le Conseil de l'Innovation du Québec, à intégrer un volet innovation sociale dans la prochaine stratégie québécoise de recherche et d'innovation qui va sortir dans 2-3 semaines. Et apparemment, ça va être le cas, ça va être une première, mais c'était reconnu sur le bout des lèvres. Là, on parle de vraiment le reconnaître. Alors, j'ai vu dans la stratégie bretonne d'innovation qu'il y a un volet innovation sociale aussi, donc c'était très intéressant, et dans d'autres régions aussi. Donc, on gagne peut-être à échanger là-dessus. Et pour faire reconnaître justement ce travail de co-construction comme étant du vrai travail de recherche, parce que sinon, il y a des connaissances qu'on n'arrivera jamais à construire et des solutions qu'on ne développera jamais non plus dans un contexte de transition nécessaire. Voilà. Je propose qu'on passe peut-être à l'échange global et que tu nous dises à l'occasion un petit mot sur le modèle économique et le mode de financement du TIES et son budget, enfin, voilà, des éléments un peu financiers, économiques. Mais ouais. On peut peut-être prendre quelques questions ou peut-être quelques interventions en même temps. OK. Donc, je garde le financement pour plus tard? Je sais pas. Non, si, joli. Allez-y. On aille au bout, peut-être. Allez. Ouais, je finis, je vais faire ça très rapidement. On est donc financé dans le cadre de la stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Le financement de base qui est donné au TIES et aux autres OLTIS aussi, c'est 750 000 $ par an, dont 500 000 €. Et il y a beaucoup de financement par projet. Il faut déposer un projet, il y a un concours, il est jugé, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. En général, on a un bon taux d'acceptation parce que nos projets sont développés toujours en voyant ce qui existe, ce qui n'existe pas. Donc, quand on arrive avec le projet, il est bien ciblé, il y a des appuis, les gens sont impliqués. Il y a quelques fondations philanthropiques aussi, soit par projet, ou là, on vient d'avoir un financement aussi pour 3 ans, mais pour l'infrastructure.
c'est une fondation. Il y a des petits financements de la direction de la santé publique, on a eu des petits financements de la ville de Montréal, un financement du gouvernement fédéral, canadien, dans le cadre de l'initiative de finances sociales et d'innovation sociale. C'est pas énorme, mais bon, ça permet de boucler quelques trucs. Et puis, il y a beaucoup de budget temps. C'est le temps des partenaires dans les projets qui maintenant, le gouvernement reconnaît qu'on peut le faire valoir. Mais c'est récent parce que toutes les évaluations, toutes les grilles de réduction de compte étaient faites, c'était les mêmes que pour une entreprise privée et qui ne comptabilisait que l'argent. Alors, à force de débat, si on peut dire, on a fait reconnaître que le temps, pour nous, le temps des partenaires, c'était l'équivalent de l'argent. Sinon, ben oui, il y a le mouvement des jardins, un peu, il y a des stages, il y a des programmes de voilà. En gros. Alors, allons-y. Je me tais, enfin, je vais vous laisser peut-être réagir, poser des questions. Je te laisse, Yves. Mais peut-être, me dire aussi si est-ce que c'est du chinois ce que je vous raconte, est-ce que ça vous dit quelque chose, est-ce que et ça suscite des questions, est-ce que comme je ne vous vois pas, j'ai de la misère peut-être à réagir au fur et à mesure, donc si vous pouvez, ça vous dit quoi? Moi, j'avais une question, mais peut-être une question parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire au Québec. Est-ce que ça représente la même chose qu'en France? Voilà, il n'y a pas de... Qu'est-ce que ça veut dire association au Québec, mutuelle et coopérative? Est-ce que ça veut dire la même chose ici? Du coup, qu'est-ce que vous regroupez? Qu'est-ce que vous entendez par là? D'accord, oui. Ben, merci de la question parce que je voulais commencer par là et je me rends compte que j'ai complètement oublié. Alors, l'économie sociale, il y a une loi sur l'économie sociale au Québec qui est vraiment sur l'économie sociale. Ça ne compte pas l'entrepreneuriat social. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, mais c'est clair, ça comprend donc les organisations à propriété collective, de gouvernance collective. C'est d'une part le mouvement coopératif, et d'autre part, une partie ce qu'on appelle des OBNL, les organismes à but non lucratif, qui ont une activité marchande, au moins partielle. Après ça, est-ce que ça comprend les associations qui n'ont pas d'activité marchande? D'après la loi, non. Le mouvement lui-même dit oui. Par exemple, au conseil d'administration du chantier d'économie sociale, il y a ce qu'on appelle le mouvement communautaire. Le mot communautaire n'a pas le même sens au Québec qu'en France. C'est les associations, les mouvements d'associations, par exemple la Table nationale, les corporations de développement communautaire, qui sont des regroupements d'organismes associatifs dans tous les territoires. Ils sont là. Il y a un siège pour les groupes de femmes. Il y a des sièges syndicaux. Donc, les deux grandes centrales syndicales sont présentes parce que c'est des associations aussi, les syndicats. Donc, ça se veut un mouvement associatif très grand, mais impliqué dans le développement d'une économie qui soit solidaire. Alors, après ça, ben, il y a des débats. Est-ce que c'est seulement les entreprises qu'on vise ou si c'est toute l'économie qui se veut solidaire? Tous les débats sont encore posés, mais pour la loi, c'est les entreprises collectives et donc ce n'est pas l'entrepreneuriat social. Donc, en gros, on ne travaille pas avec le privé, même si c'est du petit privé. Et ce qui donne lieu à toutes sortes de débats sur l'impact social, comment on mesure, est-ce que le statut juridique est important et tout ça. Donc, débat chez nous, ouais. Avec la nuance quand même pour les OBNL en partie qui simplifie aussi des choses. Et en termes peut-être de poids et de masse, pour avoir des éléments de référence, de comparaison. Voilà. Donc, oui, vraiment, j'aurais dû commencer par là. Pendant très longtemps, il n'y avait aucun portrait de l'économie sociale. Il y avait des estimations. Et là, dans le cadre de la loi sur l'économie sociale, il y a eu
un plan d'action en économie sociale qui prévoyait de faire un portrait. Et le portrait est sorti il y a 2 ans, je crois. Il disait il y a 11 000 entreprises collectives qui répondent aux critères énoncés par la loi au Québec dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas de mesure du PIB parce que ce serait compliqué, mais c'était 200 000 emplois. Voilà. Oui, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de comparer Je me permets d'intervenir parce que mais on est plusieurs à avoir la double lecture de l'Organisation de l'économie sociale au Québec et en France et en Bretagne. Et que c'est intéressant de comparer parce que les poids de population et d'entreprise, en fait, on ne peut pas comparer le Québec à la France, on ne peut pas complètement comparer à la Bretagne, mais si on prend le nombre d'entreprises, 11 000 entreprises au Québec, en Bretagne, on dit 12 500 établissements employeurs. Donc, on est sur quand même des volumes qui sont assez… Ouais, sauf qu'il y a beaucoup plus de coopératives quand même au Québec par rapport à notre part ici, parce que les communautaires qui peuvent être employeurs par ailleurs et pas compter tout dans les entreprises d'économie sociale. Donc, c'est vrai que nous, la façon de compter, c'est le statut et employeur. Il y a des entreprises communautaires, il y a du communautaire qui ont des démarches d'économie sociale parce qu'il y a de la vente sur le marché et tout, mais il y a du communautaire qui n'est pas intégré. Même si aujourd'hui, les structures font de l'accompagnement de plus en plus des deux parce qu'ils sentent qu'il faut accompagner les OBNL à évoluer aussi un petit peu. Mais chez nous, c'est plus large quand même, c'est une approche un petit peu plus large. Voilà. Mais pour autant, il y a un cœur commun qui est sur la question du collectif. Et en Bretagne, en tout cas, on n'a pas mis l'entrepreneuriat social dans le SS. Voilà. Et on a aussi une structuration qui est proche en termes de… La structuration est assez proche en termes d'à la fois… Bon, on ne peut pas comparer là aussi le chantier et la Crest, mais on a quand même une tête de réseau québécoise, une tête de réseau régional. Et puis après, il y a des pôles dans les territoires. Là, il y a aussi des pôles au Québec. Donc, il y a des éléments de structuration qui sont aussi comparables, même si effectivement les tailles, les volumes ne sont pas tout à fait similaires, mais ça fait quand même des éléments de comparaison qui sont intéressants. Il y a un enjeu vraiment différent, c'est la question du territoire, qui n'est pas du tout les mêmes dimensions territoriales et qui complique aussi parfois la mise en réseau, mais pour autant. Et la culture n'est pas la même du tout sur la question de la coopération. Parce que le cégep, c'est quand même une super invention. J'adorais qu'il y ait des cégeps. Ouais. Il y a 50 cégeps à travers le Québec. Cégep, c'est à la fois l'enseignement technique et l'enseignement général. Donc, dans le même établissement, il y a les deux. Ils ont tous un socle de matières communes, ils ont tous de la philo, ils ont tous de la littérature, ils ont tous, quelle que soit la formation de base du jeune. C'est un lieu d'engagement, de tests, de choses où on peut découvrir aussi l'économie sociale entre eux. Et les cégeps en région jouent un rôle important aussi dans la vie régionale. C'est souvent un centre culturel, c'est un centre de rencontre. Aurélie ? Pardon, je prends le relais. Bonjour, Aurélie de la région de Bretagne. Vous avez abordé ce sujet à plusieurs reprises, alors je ne vais pas rebondir dessus. En fait, j'aurais voulu savoir quelle est l'organisation institutionnelle autour de ces sujets, comment c'est structuré. Vous parliez par exemple d'un ministère de la Recherche et de l'Innovation, etc. Bon, j'ai compris que voilà, vous aviez des financements, mais je voulais savoir du coup, comment c'est organisé ces sujets-là au niveau institutionnel, comment vous travaillez avec eux, quels sont vos positionnements, vos rapports, comment vous travaillez ensemble. Et pour finir, voilà, si vous avez de la document sur toutes les politiques, etc., du Québec sur ces sujets-là, je suis preneuse. Peut-être juste pour, excuse-moi Aurélie, mais dans l'effet miroir, dans la comparaison, donc le Conseil régional de Bretagne, il y a un service économie sociale et solidaire avec qui on travaille. Il y a un service innovation dans lequel… Un concert franco-québécois de l'organisation de l'écosystème, on va vous l'envoyer. D'accord. Il y a tout ça dedans. Ouais. Le service de l'innovation dans lequel est Aurélie, qui est dans la même direction de l'économie. Et puis, il y a aussi dans nos travaux, notamment associer les services de l'enseignement supérieur qui correspondent au volet plutôt enseignement-recherche. Voilà. Pour quelques éléments de comparaison, c'est aussi parce qu'effectivement, ça résonne dans les éléments de comparaison.
Ben, en gros, c'est la même chose, hein. Il y a au ministère de l'économie et de l'innovation, qui est quand même un assez gros ministère, il y a une direction économie sociale, où il y a, je pense, une quinzaine de personnes, qui est en fait l'ancienne direction des coopératives, mais qui s'est élargie à l'ensemble de l'économie sociale après. Et puis, il y a la direction qu'on appelait innovation, qui s'est transformée en maillage industriel, et maintenant qui a un nom qui n'a pas rapport, la valorisation du capital, je ne sais pas trop quoi. Donc, le chantier est financé par la direction de l'entrepreneuriat collectif, donc de l'économie sociale. Le TIES est financé par la direction de l'innovation, qui jusqu'à tout récemment ne se parlait pas. Mais bon, nous, le chantier travaille de façon étroite avec la direction de l'entrepreneuriat collectif parce que dans le cadre de la loi sur l'économie sociale, il y a un plan d'action, il y a un comité de suivi du plan d'action. Donc, il faut discuter constamment avec les fonctionnaires pour faire les suivis. Et à cette table de suivi, il y a aussi les deux grandes unions municipales. Donc, les grandes municipalités et les petites municipalités sont représentées autour de la table pour voir comment soutenir le déploiement de l'économie sociale dans toutes les municipalités. Nous, on travaille, donc le TIES, on travaille plus avec la direction de l'innovation. On a beaucoup travaillé depuis 3-4 ans. Au début, ben, c'était des bailleurs de fonds et c'est tout. On signait des conventions, on ne posait pas de questions, on leur parlait à peine. Là, on leur parle non seulement plus souvent, mais on leur a proposé de refaire les modes d'évaluation, parce qu'encore une fois, les redditions de comptes étaient faites comme si on était une entreprise privée. Ils demandaient combien d'emplois avez-vous créé. Ben, c'est pour ça qu'on est financé. Alors donc, ça nous a amené à travailler sur l'évaluation. Et on a été chercher un petit financement. On travaille tout le monde ensemble, tous les réseaux, tous les organismes de transfert, avec les cégeps, avec le CRI, avec le chantier, avec le réseau québécois d'innovation sociale pour dire, bon, ben, comment on fait de l'évaluation en innovation sociale. Et on veut avoir des critères qui nous ressemblent et on veut aussi avoir un financement public qui permette vraiment, pas juste de faire des redditions de comptes, de soutenir le déploiement de l'innovation sociale. Et ça, ben, il faut le regarder autrement. Donc là, il y a un gros chantier de travail, d'ailleurs, j'ai une réunion après-midi là-dessus, pour définir, bon, c'est quoi les phases de l'innovation sociale, c'est quoi le financement public qui est le mieux adapté. Et ça, on travaille plus avec la direction de l'innovation. Celle d'entrepreneuriat collectif n'est pas là. Ça, c'est au niveau Québec. Sinon, il y a le gouvernement fédéral. Vous savez, au Québec, il y a deux solitudes, hein, il y a le Québec et le fédéral. Il y a d'autres programmes, d'autres mesures qui a annoncé un fonds assez important, 800 millions de dollars pour soutenir la finance, ce qu'il appelle la finance sociale, mais qui là comprend l'entrepreneuriat social, sur 10 ans. Donc, ça fait 80 millions par année, ça veut dire 50 millions d'euros par année pour tout le Canada, c'est pas tout, c'est pas juste pour le Québec, avec des mécanismes de soumission des projets, etc. Donc là, on commence à avoir des contacts là, on a des petits financements, mais les deux ne se parlent pas. Le fédéral et le Québec ne se parlent pas. Et non seulement ça, ils ne se parlent pas, ils n'ont pas le droit de se parler. Parce qu'il y a des juridictions très strictes et un fonctionnaire du Québec ne peut pas appeler celui d'Ottawa, inversement. Donc, des fois, on fait des rencontres où on les invite tous les deux pour qu'ils puissent se parler. Ils sont bien contents d'ailleurs. Alors, mais tout ça, au moins, ce débat, maintenant, tout le monde, même les fonctionnaires, disent que ça n'a aucun sens. Alors, voilà, mais le TIES, on travaille plus avec la direction de l'innovation. Et dans le cadre des renouvellements de financement, parce qu'on veut plus de sous, donc on va se dire, OK, on peut vous donner plus de sous, mais la réduction de compte va être plus serrée. Donc, ils observent ce qu'on fait. Voilà. Et là, il faut aussi mettre en valeur, ça donne quoi faire du transfert? En quoi ça soutient le développement, la R&D, le développement sur le terrain, etc. Et donc, c'est un des thèmes sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, merci. Comment vous
arrivé à trouver l'articulation malgré la richesse qui a été proposée entre la partie recherche et la partie acteur, parce que on a eu des projets ou des choses pour que ça soit de l'appropriation, surtout. Alors maintenant, ça va un petit peu mieux, mais il y a eu des moments budgétaires serrés avec des questions de compétition sur les financements, de budget plus serré, mais pour que ça soit toujours dans cet entre-deux entre la recherche et les acteurs, pour que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre, et en interne dans l'équipe, dans le CA, la gouvernance, elle est paritaire, donc ça permet ce mélange-là, mais parce que moi j'avais vu des pôles qui disaient oh là là, le TIES c'est super, sauf qu'ils absorbent beaucoup. Alors ça remonte à quelques années, c'était au moment où c'était un peu tendu, mais et c'était pas en Outaouais, parce que là ils ont beaucoup de moyens. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a cette capacité à faire ensemble que vous arrivez à gérer et qui est intéressante. Et comment, c'est quoi la petite pincée d'ingrédients magiques, entre guillemets, qui fait que vous ne basculez pas dans un sens ou dans l'autre, et que ça reste vraiment un outil commun d'appropriation collective? Oui, ben c'est pour ça que tantôt je disais, là, je vous fais le beau portrait, là, mais… je sais que c'est pas aussi simple que ça dans la vie. Je disais à Yves l'autre jour, je me sens comme un agent d'immeuble qui vous vend une maison en disant « Regardez comme c'est extraordinaire », mais qui oublie de vous dire qu'il y a des rongeurs dans le jardin, et puis, etc. Puis qu'il va falloir changer les tuyaux. C'est sûr, il y a des arrimages constants. Hein. Il n'y a pas toujours de solution magique. En fait, ça passe par la gouvernance, par le fonctionnement, par les mécanismes bon, vous savez, les deux cercles qui se rencontrent, c'est beau, là, mais c'est une médiation. Hein. Et s'il y en a un des deux qui se tait et qui se laisse marcher dessus, ça ne marche pas. Donc, ça implique, surtout en termes de recherche, les chercheurs ont l'habitude que c'est eux qui décident. Donc, ça implique des réseaux d'acteurs qui sont capables, des fois, de mettre le point sur la table et de dire, non, non, c'est pas ça qu'on veut, là. On s'est pas compris, là. Le problème, c'est pas ça. Mais qu'ils soient capables de comprendre aussi que si on crie trop fort, les chercheurs ils vont s'en aller. Donc, il faut que ce soit de la recherche et qu'on comprenne le rôle des uns et des autres. Et c'est toujours à refaire. Puis, même au TIES, où bon, il y en a qui disent qu'on est trop recherche, il y en a qui disent qu'on est trop terrain. C'est sûr qu'au début, il y a eu… Bon, tout le monde était bien content de la création du TIES, mais on s'est développé très rapidement, plus rapidement que prévu. Donc, c'est sûr que comment dire, ça a suscité un peu il y a des gens qui sont sentis tassés, là. Donc, il a fallu, et il faut encore régulièrement aller voir tout le monde, aller voir les chercheurs, aller voir les réseaux, pour dire, bon, est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce que ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on a été créé? Et il faut revoir. Des fois, on part sur une piste et finalement, oups, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, adopter les orientations, mais les façons de faire des bilans. Il n'y a pas de solution magique. Mais sinon, de la volonté de le faire ensemble et de s'appuyer les uns sur les autres. Voilà, fait que je veux bien un tout petit peu prolonger la question des parce que tout à l'heure, vous avez évoqué des principes. Est-ce que on comprend bien, parce que c'est des choses qu'on vit aussi nous, la finesse de ce que vous dites et des enjeux que ça pose dans la relation, etc. Et le fait que c'est un travail permanent. Est-ce que vous avez défini des principes un peu fondateurs de cette coopération? Alors, vous avez dit tout à l'heure, égalité dans la production des connaissances. Est-ce qu'il y a d'autres principes fondateurs qui ont été posés, écrits, validés, ou est-ce que c'est des principes de la pratique qui ne sont pas forcément actés collectivement? On dit souvent qu'au Québec, on est bon pour faire des choses, moins bon pour les écrire. On est peut-être… Voilà.
On était en retard sur la systématisation, mais il y a quand même eu du travail de fait là-dessus. Il y a un document que Yves a lu, je crois, qui est sur le site du TIES, qui s'appelle le service collectivité de l'UQAM, l'inspiration majeure pour le TIES, donc, qui fait un peu l'historique du service collectivité et qui, dans un des derniers chapitres, le 7, je me rappelle bien, essaie de reprendre ces principes-là. Donc, il y a des petits dessins que vous retrouvez là aussi. Là. Sinon, bonne question. Qu'est-ce que je pourrais vous envoyer? C'est probablement ça qui est le plus accessible. Je ne sais pas, Yves, ce que tu en penses? Toi qui as lu. En fait, j'ai lu plus le premier que le 7e, donc là récemment, donc je ne l'ai pas en tête. D'accord. Ce document-là, puis il y avait un autre document aussi qui portait sur la méthodologie du TIES aussi, qui me paraissait pas mal. Oui, il y avait un document qu'on avait fait pour CITI. CITI, c'est une organisation qu'on a fermée depuis, là, qui était un centre de transfert international avec Barcelone et Séoul. Mais on n'arrivait pas à avoir du financement, donc après 3 ans, on a dû, c'est pas fermé, mais c'est sur la glace pour l'instant. Et on avait publié un document en français, en anglais et en coréen sur la méthodologie du TIES, effectivement. Je pourrais vous l'envoyer. Ouais. Mais effectivement, puis sinon, il y a plusieurs écrits. Hein, il y a eu des livres, des articles sur la co-construction des principes. Peut-être qu'on serait dû pour le ramasser au sein de quelque chose de synthétique qui est adopté. Là. Et je pense d'ailleurs que dans la planification stratégique qui commence, là, c'est un élément qui va être abordé. De systématiser, mais on voulait l'expérimenter d'abord, puis après ça, on le formalise. Moi, j'ai une petite question, alors très de base. Je n'ai pas entendu le statut de l'organisation, si on avait un. Ensuite, j'avais la question, mais c'est peut-être pour voir à un autre moment, ce budget en partenaire et sa valorisation, voilà comment ça se traduit. Aussi le sujet obligation prêt dans les organisations et comment c'est intégré. Et après, est-ce que vous êtes les seuls, vous avez l'exclusivité, le monopole, vous êtes dans un environnement concurrentiel, voilà, c'est une question plus de posture, de positionnement. Et le troisième élément, je n'ai pas compris, obligation. Vous avez parlé d'obligation et de prêt. Et donc, d'accord. Voilà. Voilà. Les obligations, d'accord. Alors, un partenaire. Concurrence. Alors, le statut, donc, c'est une organisation autonome, c'est un statut d'OBNL, d'organisme à but non lucratif, avec son conseil d'administration, son compte bancaire, ses employés, etc. Mais, donc, formellement, c'est OBNL et autonome. C'est sûr que comme les CA sont beaucoup interpénétrés les uns les autres, et qu'on travaille toujours les uns avec les autres, ben, on ne peut pas partir tout seul d'un côté et faire ce qu'on veut. Parce que là, les autres vont nous dire hey, « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est pas ça qu'on voulait. » ou bon, c'est déjà arrivé sur certains thèmes, sur le thème de l'évaluation, qu'il y a d'autres réseaux qui travaillent dessus. Puis qu'on nous dit « Mais pourquoi vous travaillez là-dessus? » Nous, on travaille déjà dessus. Il a fallu voir qu'on comprenne que ce n'était pas dans la même perspective, sur les mêmes enjeux et qu'il n'y a pas de concurrence, au contraire, il y avait complémentarité. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, sur la question de la concurrence, formellement, il n'y a pas de... On n'est pas les seuls, puis on ne veut pas. En fait, on ne peut pas être les seuls à faire du transfert. Je vous dirais même que, et ça, ce n'est pas écrit nulle part, mais ça a déjà été dit, on doit outiller les réseaux à en faire. Parce que sinon, on ne peut pas rejoindre tout le monde. Donc, il y a aussi un volet encadrement, multiplication. Et puis, s'il y a d'autres organisations qui font mieux que nous, ben, ils peuvent le faire. Mais l'idée de fonctionner ensemble et en écosystème, c'est qu'on dit, bon, ça, c'est le mandat du TIES, OK, le TIES, peux-tu faire tel truc? Puis on va travailler dans le cadre du TIES pour faire ça. D'où l'importance, quand on commence à travailler un sujet de phase de développement, qui est à la fois de veille de qu'est-ce qui existe, mais qui fait quoi.
pour être sûr qu'on n'est pas en concurrence avec personne, qu'on est en complémentarité. Il peut y avoir des perspectives différentes, donc pourquoi pas. Le fait de travailler avec des chercheurs, eux peuvent nous dire bon, moi, je fais ce que je veux, c'est pas toi qui vas me dire ce que tu fais, et moi, je pense qu'il faut dire tel truc. Là, on négocie. Est-ce que c'est le champ du centre de recherche, que c'est le TIES, il faut voir. Mais en général, on finit par faire un accord sur le fait que ça, c'est un enjeu pour le mouvement d'économie sociale. On réfléchit de plus en plus en termes de mouvement. Donc, comment on s'assure de renforcer le mouvement au-delà des organisations? Et le mouvement, ce n'est pas seulement la somme des organisations, c'est aussi toutes les initiatives, souvent pas organisées et à l'huile de bras, là, qui émergent, qui plus tard vont être plus grosses. Donc, comment on renforce ce mouvement? Et là, ben, il faut constamment qu'on s'ajuste, puis oui, ça c'est important, il y a ça. Donc, la phase de développement d'activité au début peut être longue, mais est importante pour s'assurer qu'on travaille ensemble. Donc, on n'est pas dans une logique ni de foncer tout seul, ni de concurrence, mais comment on s'assure de bien travailler ensemble. Mais ça peut arriver que des cégeps dans d'autres régions travaillent sur un thème ou un autre. Là, ça peut arriver. Donc, au BNL, la concurrence, les obligations. Alors, c'est en fait un projet qui a commencé sur les obligations communautaires ou qu'on a rebaptisé sur le financement participatif. C'est comment des individus peuvent contribuer à financer des entreprises, des économies sociales qui émergent. Et donc, acheter une obligation, bon, c'est comme un gouvernement qui émet les obligations. Donc, un épargnant achète une obligation de l'État. Lui, c'est une épargne. Ou une obligation à la banque, c'est une épargne. Alors, à la place, on achète une obligation de l'entreprise. C'est permis. C'est peut-être très peu fait jusqu'ici parce que c'est compliqué. Ça demande beaucoup de suivi. La zone légale n'est pas claire. D'où l'intérêt d'avoir un processus qui est un peu systématisé. Et donc maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises collectives, d'entreprises d'économie sociale qui émettent des obligations. Dans certains cas, peut-être 300 000 $ pour financer des immobilisations à plus long terme, etc. Et avec un taux d'intérêt, donc remboursable, qui est bas, qui est 2%, mais de taux d'intérêt quand même, donc ce n'est pas du don. Et voilà, donc c'est du financement citoyen, si on veut, mais qui est quand même remboursable. C'est une forme d'épargne. Et puis, sur le temps, comment on arrive à comptabiliser le temps, c'était ça la question? C'était un peu la valorisation, je pense que c'est au-delà de la comptabilisation. Bon, ben, c'est lié aussi parce que pour le valoriser, il faut le mettre en valeur, donc il faut mettre des chiffres. Donc, l'an dernier, pour la première fois dans les états financiers, le ministère de l'Économie a accepté qu'on mette une ligne temps des partenaires dans le bilan financier. Alors évidemment, on ne peut pas tout mettre parce qu'il fallait compter tout le temps des réunions, tout ça, mais on essaie, à partir du moment où on accepte le principe, ça implique qu'il va falloir trouver des façons de le voir. Et là, en fait, on l'a fait accepter, c'était en septembre, là, donc ça va développer plus tard. Mais au moins, sur le principe, le ministère de l'Économie, qui est le principal bailleur de fonds, reconnaît que, oui, effectivement, le temps des partenaires, c'est un apport important, qui est aussi important qu'un apport en argent dans le privé. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire le tour. Moi, je pensais que c'était une valorisation vis-à-vis de l'engagement du partenaire et qu'il avait de la réciprocité d'une certaine manière. Là, en fait, j'entends, on est plus dans la valorisation du temps, comme on peut valoriser dans les organisations. Voilà, je pensais qu'il y avait plus quelque chose qui favorisait l'engagement des partenaires, en fait, et au-delà de la vis-à-vis de l'institution. D'accord, ok, j'aurais mal compris la question. Ben, en fait, c'est les deux. Oui, il y a la valorisation pour le bailleur de fonds, mais après ça, le problème est beaucoup avec l'enjeu, c'est beaucoup avec les chercheurs, c'est comment on valorise
leur engagement dans les projets. Et ça, c'est un débat constant. Et puis, je dirais que des fois, on se fait taper sur les doigts parce que ça c'est déjà arrivé, je dois avouer, qu'on fasse un beau projet, on présente une publication, un PowerPoint, etc. Et puis qu'on oublie de mettre le nom du prof qui avait travaillé avec nous pendant toute l'année. Alors, le téléphone sonnait. Il y avait des gens pas contents, avec raison. Donc, il faut faire très attention parce que si les profs, après ça, veulent arriver avec leur bilan de fin d'année et dire « j'ai fait ça », et le valoriser, et le faire reconnaître, il faut que de notre côté, à la fois, on rende visible ce travail, mais aussi qu'on essaie d'aller leur rendre la vie plus facile. Donc, des fois, c'est d'aller chercher des budgets pour des étudiants, pour travailler avec eux des publications, etc. Moi, j'avais une question concernant vos liens avec le secteur de l'innovation traditionnelle, je ne sais pas comment dire, techno, pour le dire comme ça. On a, nous, en Bretagne, en France, mais comme ça, je suppose que c'est sans doute pareil chez vous, une culture économique et une culture de la recherche qui est très centrée grands groupes, industrie, techno, et les programmes, les stratégies de recherche et d'innovation sont souvent ciblées dans ce sens-là, les programmes de recherche aussi. Voilà. Et du coup, quelle passerelle vous faites ou quelle relation vous avez avec ce monde de l'innovation technologique, aussi bien du côté de la recherche que du côté du pouvoir public que du côté des acteurs? Alors ça a été oui, on est pris dans ça tout à fait. C'est le mainstream, si on veut, c'est vraiment l'innovation technologique. Et l'innovation sociale est vue comme, au mieux, comme un reliquat ou un effet secondaire de l'innovation technologique. Donc, l'innovation technologique va régler les problèmes sociaux. C'est comme ça que les programmes sont faits, c'est comme ça que les fonctionnaires ont appris à travailler. Puis, on ne leur en veut pas, là. Ils travaillent comme ça parce que leurs normes et leurs programmes sont comme ça. Dans le cadre des consultations de la dernière stratégie québécoise de recherche et d'innovation, SQRI, il y a eu des gros débats là-dessus. On a fait un mémoire, je peux vous envoyer, qui abordait ces questions-là de front en disant l'innovation sociale, ce n'est pas qu'une retombée de l'innovation technologique, il y a une dimension autonome, mais il y a un lien. Et à l'inverse, il ne peut pas y avoir d'innovation technologique sans innovation sociale. Et ce qui implique de décortiquer les phases de l'innovation sociale, les conditions de réalisation. On a envoyé des lettres ouvertes aux médias, etc. On est en train de rédiger la synthèse de toutes les démarches qu'on a faites auprès du Conseil de l'innovation. À force de se faire embêter, ils nous ont invités à faire une présentation au conseil d'administration du Conseil de l'innovation. En fait, on n'a pas été en personne, on a appris à enregistrer. C'est une vidéo que je pourrais partager, si vous voulez, qui essaie d'expliquer c'est quoi l'innovation sociale et c'est quoi le lien avec l'innovation technologique, qui était un des éléments abordés. Mais c'est sûr qu'on est dans une machine et des structures de financement qui sont faites pour le techno. Alors, il y a une dimension culturelle là-dedans qu'il faut taper dessus. Et ça, on ne l'a pas fait tout seul. Donc, on a contacté tous les autres réseaux qui se réclament en gros de l'innovation sociale au sein de notre réseau, tout petit, qui s'appelle le Réseau québécois de l'innovation sociale, le RQIS, qui a, dans le cadre du sommet de l'innovation en novembre dernier, organisé un forum sur l'innovation sociale et qui arrive un peu, je pense, à s'imposer. C'est pas fini, on verra les résultats, pour qu'on reconnaisse les spécificités de l'innovation sociale. Après ça, pour que ça roule, il faut que ce soit incarné dans des programmes, dans des normes spécifiques, dans des redditions de comptes spécifiques. Puis ça, c'est une bataille qu'on fait plus largement et qu'on fait aussi avec le milieu de l'enseignement supérieur. Tantôt, j'ai parlé des deux directions
ministère de l'économie, mais il y a aussi en fait, la direction enseignement supérieur et le Fonds de recherche du Québec. Fonds de recherche du Québec, il y a 3 fonds distincts. Il y a le Fonds Société Culture, il y a le Fonds Santé, puis le Fonds Sciences naturelles et génie. La plupart des budgets sont dans santé et sciences naturelles et génie. Voilà. Après ça, ben, ils sont en train de créer un autre organisme qui va avoir beaucoup d'argent pour financer les innovations en société culture, à côté de ce qu'on fait. Donc, il y a des batailles à faire. Disons que c'est des discussions continuelles. Mais on avance. Ok, merci. L'heure tourne, mais c'est super parce que du coup, on apprend plein de choses et puis ça nous fait réfléchir. Peut-être qu'on peut, je regarde Yves et Déborah, glisser sur la dernière partie qui est plutôt de dire quel enseignement, là on était plutôt sur cette question de compréhension, mais quel enseignement on peut en tirer nous en Bretagne par rapport à notre démarche. Donc, bien évidemment, on est, comment dire, vous restez avec nous si vous le pouvez, hein, mais on a encore 20 minutes là pour essayer de se donner peut-être quelques suites. Est-ce que, je sais pas, on peut avoir quelques expressions pour dire bon, ça ne nous donne pas du tout envie de faire la même chose, ou ça nous donne envie de faire la même chose, ça nous donne envie de… Voilà, qu'est-ce que cette expérience nous dit de notre démarche naissante, enfin naissante, oui et non, mais parce qu'il y a déjà plein de choses qui se pratiquent en Bretagne depuis plusieurs années. Mais voilà, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à nos réflexions Voilà, donc j'ouvre la… Pascal Ouais, deux expériences. Il y a eu il y a quelques années à Sost, qui existait ici, donc on avait travaillé avec les articulteurs en particulier. Donc, effectivement, on avait travaillé à la fois sur l'organisation, mais aussi l'organisation de leurs difficultés. Donc ça avait été une expérience quand même à la fois malheureuse, mais à la fois qui nous avait rapproché effectivement la recherche et les acteurs. Et là, je ne sais pas ce qu'en passera Emmanuel, mais c'est vrai que sur les tiers-lieux en particulier, là, avec l'ANR, ça nous a rapproché effectivement des réseaux bretons qui sont en train de se structurer au niveau des tiers-lieux. Le fait est qu'on ait travaillé aussi avec eux, je pense avec la Canopée, avec d'autres, le fauteuil à ressort, enfin bref. Donc, un certain nombre de tiers-lieux avec lesquels on a noué des contacts relativement importants qui nous ont amenés à la fois à organiser avec l'EKEA une journée avec le conseil départemental donc, sur le sujet. Il y a 15 jours, en fait, c'est Rennes Métropole qui nous a sollicité parce qu'il y a un groupe de travail avec Yann Lomé sur espace de coworking et tiers-lieux, si je me souviens bien. Donc, on a, au cours de cette soirée-là aussi, échangé sur l'état d'avancement des travaux, mais aussi sur les questions que se posent à la fois les élus, mais aussi les acteurs sur les territoires en tant que tels. Donc, la question est de savoir, alors, là, on a eu un financement ANR, comme vous le savez, comme ça a été signalé tout à l'heure, quand on réussit à avoir un financement ANR, on est très content sur l'humain et social par rapport aux autres sciences. Et après, quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est ça. C'est qu'on est souvent sur des à-coups avec les acteurs et parfois, c'est difficile d'aller plus loin. Avec Finansol, ici, au niveau national, on a fait avec eux une étude sur les épargnants solidaires. C'est pareil, ça a été du one shot, quoi. C'était une année, 2 années de travail en commun. Et puis après, quid, quoi. Là, vous parliez tout à l'heure de la problématique de la comptabilité. Donc là, on a été sollicité par le Conseil économique et social et environnemental sur justement les problématiques de comptabilité dans les associations en particulier. Donc ça concerne aussi le mouvement associatif. Donc il y a eu un certain nombre d'interrogations en termes de sciences de gestion, de management et de valeur ajoutée sociétale. Donc, travail qui avait été commencé ici à Rennes en 2005 avec le Codespar. Et on avait déjà commencé à l'époque avec Pascal Perrault, si je me souviens bien, Alain Matas. Et donc, c'était les premières réflexions qu'on posait ici. Et puis, finalement, presque 20 ans après, on se pose les mêmes questions.
Et là, il y a eu aussi un one-shot, donc avec le Codespar, Rennes 2, et puis avec les anciens collègues, ou ceux qui étaient encore étudiants à l'époque. Et donc, du coup, c'est ça aussi ma question. C'est comment, est-ce qu'une plateforme, une structure comme ça nous permettrait effectivement d'installer un petit peu les choses. Et puis peut-être, moi je connais juste la rue QS sur les ressourceries que j'avais suivi un peu, j'étais étudiant à l'époque, mais a priori c'était assez attractif pour tout le monde, quoi. Enfin, la construction de ce qu'allaient devenir les ressourceries et qu'on a importé déjà en France. Donc, est-ce que c'est des choses comme ça vers quoi on souhaiterait aller? Donc, c'est un peu ça que ça me fait, ça me fait penser à la fois l'expérience qu'on a ici en Bretagne et puis en même temps, peut-être consolider un peu plus ces choses. Merci Pascal. Emmanuel? Moi, ça me fait rebondir sur le fait que pour moi, le TIES, c'est le lieu du commun. Ce n'est pas le lieu ni du financement de la recherche, ni du financement de l'ESS. C'est le commun entre les deux. Et ce n'est pas la même chose que… Voilà. Et moi, je ne suis pas… Alors, l'écosystème breton, il a évolué énormément au cours des 15 dernières années. Il a même dépassé en partie celui du Québec. Pour autant, il n'est pas tout à fait mûr sur les mêmes choses. Et je pense qu'avant de créer une structure équivalente, c'est partageons les communs, en fait, d'abord. Et le travail qu'on fait là, il y concourt. Mais je pense qu'on a encore à mûrir de la place des uns et des autres ensemble avant de pouvoir dérouler. Alors, ça peut se faire par de l'expérimentation. On n'est pas obligé de faire nos Français en passant 5 ans à se mettre d'accord sur une charte avant de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Mais je pense quand même qu'on a encore un travail de maturation collective à faire de l'écosystème dans sa globalité avant de se mettre à inventer un autre lieu. C'est-à-dire que voilà, j'ai des petits doutes sur la maturité. Alors, comment on y va? Est-ce que c'est par un projet expérimental? Est-ce que c'est par un truc qui va se vivre ensemble? Mais on est dans un moment de précarité budgétaire des uns et des autres. Et pour que ça soit bien construit, il faut que ça vienne amener du plus au collectif. Et comment on conscientise en sécurisant les uns les autres que c'est bien un commun et un plus. Mais voilà, c'est plus des interrogations que… Moi, ce qui me paraît intéressant dans l'expérience du TIES, c'est que le TIES est né du constat de l'insuffisance finalement de la recherche partenariale. La recherche partenariale, c'est une étape, c'est un élément, c'est un ingrédient de ce commun, et qu'il y avait un autre élément qui était ce qui s'appelle le transfert, qui est un terme pas du tout adéquat, pas du tout satisfaisant, mais qui est justement cette question de comment on mobilise des connaissances, comment on s'appuie dessus pour aller vers pour répondre aux enjeux des acteurs. Et c'est vrai que dans les projets de recherche partenariale, il y a souvent un temps de valorisation sociale, mais il est assez limité et il est one-shot, il n'est pas inscrit dans la durée, dans la pérennité. Tout l'intérêt de ce genre de démarche, c'est justement d'inscrire dans la pérennité. Et d'autre part, de partir systématiquement des enjeux des acteurs, des enjeux du terrain. Et je pense que c'est autour de ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire commun, effectivement, et à réfléchir. C'est-à-dire comment on peut penser la continuité, en fait. On n'est pas obligé de penser deux structures comme ça a été fait au Québec, hein, une structure de la recherche, de la co-recherche et une structure du co-développement, mais on pourrait penser l'intégration des deux, en fait, d'emblée. Mais dans la pérennité, c'est sûr que c'est ça c'est un enjeu majeur. Et du coup, peut-être partir sur 2-3 thématiques qui feraient aujourd'hui sens collectif à l'échelle de la Bretagne, qui nous permettraient de creuser ça et de travailler ça. Mais effectivement, plus sous forme d'expérimentation, de tâtonnement, pour avoir cette continuité, recherche, synthèse des connaissances, mobilisation dans des documents, dans des guides, dans des outils pratiques. Moi, je verrais ça un peu comme ça, un espace d'expérimentation, mais concret, où on s'attelle à des thèmes précis, sur lesquels il y a des chercheurs, parce qu'en Bretagne, on n'a pas non plus un pléthore de chercheurs impliqués en économie sociale et solidaire. Donc aussi s'appuyer sur les compétences existantes.
Non, je reprenais l'étymologie du mot de plateforme, parce qu'on est là. L'idée, c'est bien ça. Aujourd'hui, il y a des initiatives un peu assez nombreuses, hein, ou pas. Il y a vraiment ce sujet pour les ESS voilà, de trouver les moyens de développer leurs travaux sur de la recherche, de l'innovation, du développement, mais en général en ayant souvent peu les moyens. D'où l'intérêt de cette coopération de recherche avec. Mais aujourd'hui, donc majoritairement, si beaucoup n'y vont pas, c'est qu'ils n'en ont pas les moyens. Les plus gros, ils en ont les moyens, ils y vont, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est pour un secteur aussi de l'ESS où il y a quelque chose de nécessaire. Et aujourd'hui, ce qui me manque, et c'est pour ça qu'il y a cette plateforme, c'est de tisser le lien entre tout ce qui peut se passer, mais donner à voir. Donc, il y a la dynamique aussi post-assise du tiers secteur de la recherche, il y a le lien avec ce qui peut se passer dans des établissements. Donc, il y a donner à voir quand même, mettre en lisibilité tout ce qui se passe, qui va participer et contribuer de la maturité de tout le monde. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'un acteur, en général, va aller pousser la porte d'une université ou d'une école locale. Donc, il y a vraiment cette culture qui va être nécessaire. Et quand on dit, on entend que aujourd'hui, c'est comment on trouve les moyens. Voilà, je posais des questions peut-être de valorisation d'engagement avant d'aller trouver des financements, même si on sait que tout ça, ça peut être mis en lumière si quelqu'un le met quelque part et le donne à voir aux autres. Donc voilà, il y a ce sujet de… les moyens, c'est effectivement des financements dédiés. On a vu les appels à projets ou autres. Il y a des choses un peu plus intermédiaires et hybrides de formation, de recherche-action. Il y en a qui sont très, très forts là-dessus dans l'action. Mais voilà, là, c'est plus une réflexion ouverte en parlant. Hein. Donc voilà, moi, je trouve qu'à chaque fois, j'explique ce que fait le TIA, je trouve ça super. Voilà, après, est-ce que ça répondra à tous nos besoins ici en Bretagne? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est inspirant. Et on est bien dans une démarche de construction. Et que j'aime bien ces idées tout le temps de vous, c'est d'appréhender ce qui se passe ailleurs parce que là, on est un petit groupe, hein, et plus on sera nombreux à aller voir ce qui se passe. Chez vous, peut-être chez Outias, mais peut-être des fois sur le terrain, juste à côté, peut-être sur les territoires ou en Europe. C'est l'apprentissage par le faire et la découverte collective. Et c'est ça qui, à mon avis, fera vraiment levier peut-être sur le sujet. Et il faut trouver les moyens pour ça, pour cette démultiplication. Moi, je veux bien dire un mot aussi, enfin plusieurs. Pour moi, la première chose, c'est que je trouve quand même que c'est une expérience inspirante et ça reste pour moi un chemin possible. Après, on n'est pas dans du copier-coller, mais ce n'est pas la première fois que le Québec nous inspire. L'économie sociale québécoise, en tout cas, nous inspire. Et voilà, moi, je trouve que c'est quand même une expérience intéressante. Ce que je trouve intéressant, c'est la gouvernance conjointe acteurs-chercheurs et qui est dans cette production du commun. Je trouve que c'est quand même un élément intéressant. Après, pour moi, la question que ça pose, et dans la continuité de ce qui a été dit sur comment on ne fait pas du one-shot et on fait des choses structurantes, c'est qu'à un moment donné, c'est des fonctions d'animation, de lien, de mise en relation qu'il faut. Je me rappelle, Yves, à la dernière plateforme, tu avais un peu pointé un certain nombre de fonctions comme ça, je ne sais plus, tu en avais pointé 2 ou 3, mais au final, ce qui fait, avant de penser la structure, c'est comment ces fonctions elles sont assurées, et des fonctions, ça a un coût, et pour que ces fonctions puissent vivre, il faut des moyens, quoi. Voilà. Donc, moi, je trouverais intéressant qu'on puisse peut-être continuer à travailler sous le prisme des fonctions nécessaires pour effectivement assurer cette mise en lien, cette capitalisation des ressources, cette mise en visibilité des travaux, des travaux de recherche et des questionnements des acteurs enfin bon, voilà, tout ça. Et peut-être le dernier point qui me vient en nous écoutant, c'est que nous, à la CRES, on a dégagé du temps dans notre organisation là, pour un peu impulser ce dossier-là. Et on a aussi un observatoire régional de l'économie sociale et solidaire qui, depuis quelques années, a glissé aussi, développe aussi des fonctions de veille sur ce qui se passe dans les territoires en lien avec l'écosystème, sur un certain nombre de thématiques. Et on est en train de réinterroger le projet de l'observatoire. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à regarder aussi parce qu'au début de la création de l'observatoire, on avait constitué un conseil scientifique
qu'on a arrêté, enfin Pascal, tu disais Yette au début, là, qu'on a arrêté pour diverses raisons. D'ailleurs, je ne sais pas bien les raisons, mais en tout cas, ça a été arrêté. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas aussi à réinterroger par cette entrée-là. Voilà, puisque on souhaite repenser le projet de l'Observatoire et on va sans doute, je ne sais pas où ça ira, mais on se dirige plus vers une fonction centre de ressources un peu plus large, que ce qui est déjà en partie la réalité d'aujourd'hui. Voilà. Et que ça peut aussi participer à apporter à remplir des fonctions qu'on a un peu listées. Voilà, voilà un peu sur quelques réflexions à chaud. Je ne sais pas s'il y a d'autres expressions, réflexions. Est-ce que ça suscite de votre côté des réflexions complémentaires, des idées Oui. Plusieurs. Ben moi, je suis bien content des fois d'avoir un autre son de cloche à 5000 km de distance. Des fois, ça permet même de comprendre ce qu'on fait soi-même, parce que quand on est dans le feu de l'action, on ne se pose plus de questions. Et juste de devoir expliquer ce qu'on a fait, ça demande de prendre du recul et quel choix on a fait. Je vous dirais, oui, plusieurs choses. D'abord, ben, il y en a plusieurs qui l'ont dit de façon différente. Avant de penser structure, pensons fonction. Le TIES, c'est le TIES, c'est adapté au Québec. Ça arrive à un certain temps dans l'histoire, après des années de collaboration, de leçons, d'échecs aussi. Et puis, c'est la forme qu'on a trouvée et qui va évoluer. Mais ça arrive dans un écosystème où il y a d'autres fonctions aussi, et on est dans continuel ajustement. Mais tout ça ne serait pas possible sans le rôle moteur des têtes de réseau. Il n'y aurait pas de TIES sans chantier. Qui, des fois, met son point sur la table, et puis il faut. Même quand on avait commencé Alliance de recherche, université communauté en économie sociale, il y a longtemps, là, il y a 20 ans, la première réunion, les chercheurs disaient on va faire ceci, cela, on ne veut pas ça. C'est le chantier qui a dit bon, là, on va se comprendre. Ce n'est pas vrai que c'est les chercheurs qui vont tout faire. Moi, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, il faut que les réseaux d'économie sociale définissent leurs priorités, leurs besoins. Puis on verra, c'est vous qui voyez la forme que ça prend. Mais je pense que les fonctions, ce que je trouve intéressant, ce qu'on a fait au-delà du cas particulier, c'est juste la mise en relation de veille, de savoir qu'est-ce qui se fait, pouvoir s'inspirer des uns des autres. Et ça, on peut commencer petit. Hein. On peut expérimenter d'abord, pour en tirer des leçons. Des fois, juste un événement où les gens se rencontrent permet de réaliser beaucoup de choses et d'engendrer et de dépasser le one-shot dont on parlait tantôt. Alors, mais avant même de penser transfert, donc puis peu importe le nom, là, mais tout ce qui est veille, mise en relation, s'inspirer, observatoire, et avec un principe de co-construction, travailler ensemble, se donner des habitudes qu'on pourra formaliser ensuite. Je trouve que c'est plutôt de là qu'il faut commencer. Et puis, ça peut-être commencer petit, puis pas laisser mourir dans un tiroir. OK, on a fait ça, pourquoi? Qu'est-ce que ça nous a donné? Est-ce qu'on peut continuer? Des fois, ça peut continuer 1 an, 2 ans après, mais continuer la construction autour de quelque chose qui dépasse le projet. Voilà, fait que je pense que c'est ça l'essentiel, mais la façon dont vous allez faire, bien sûr, ça peut être très différent de ce qu'il y a eu ailleurs dans le monde. Mais je comprends quand même qu'il y a des préoccupations communes, surtout. Il y a des arrimages que je retrouve avec l'institutionnel, avec les politiques publiques. Il y a un lien avec l'écosystème. Alors, je pense que sur ces bases-là, il y a sûrement d'autres choses possibles. Puis après ça, vous pouvez aller voir le chantier des économies sociales pour avoir leur propre perspective là-dessus, d'autres chercheurs. Bon, moi, j'étais un peu entre les deux, là. Voilà. Mais je vous remercie de l'invitation. Ben, merci.
à vous de votre intervention qui vous a éclairé. On va peut-être vous libérer. On va prendre 5 minutes pour conclure et se donner des suites, le pas suivant peut-être. OK. Oui. Et ben, au plaisir. Merci. Si vous venez en Bretagne, n'hésitez pas à sonner, klaxonner. Oui, très bien. Je ne manquerai pas. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, alors il y a eu un peu de départ là, on est un peu moins nombreux qu'en novembre quand même.